Bonjour tout le monde. Pour me présenter très rapidement, je vais aller à l'essentiel. Je suis en charge des activités digitales Europe du Sud pour la société Dassault Systèmes. Je suis aussi, comme le disait gentiment Stéphane, blogueur et podcasteur sur les sujets globalement de la modernisation de la communication et du marketing dans notre beau secteur du B2B. Je vais m'arrêter là, je suis assez actif sur les réseaux. Si vous voulez qu'on rentre en contact, qu'on parle après, je pourrais me présenter un petit peu plus en détail. Alors, je ne vais pas me présenter beaucoup, par contre, je veux bien un petit peu vous expliquer mon état d'esprit globalement. Alors, je vais beaucoup sur Instagram, beaucoup trop, mais quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit qu'en fait, ça représentait assez bien les 5 premières années de ma carrière. Pendant 5 ans, on va dire que les ingénieurs commerciaux, qui sont pour le coup vraiment mon client principal, c'est ceux qui ont les petits maillots bleus. Moi, pendant 5 ans, j'ai été un peu le mec en jaune, c'est-à-dire que j'étais sur le bateau, un peu passif, parce qu'on était dans un secteur assez complexe, globalement, de l'industrie, des logiciels, etc. Et puis, en 5 ans, avec pas mal d'incrustes dans des meetings avec des clients, j'ai passé beaucoup de temps sur les routes avec les commerciaux, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup parlé à des professionnels de la vente. Ah, c'est marrant ça. Bon ben voilà, vous savez qui c'est mon petit garçon, c'était pas prévu du tout, mais voilà. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer la métaphore de la pirogue, mais concrètement, aujourd'hui, je bosse énormément avec les ingénieurs commerciaux. Je suis de plus en plus dépendant d'eux et à vrai dire, je vois vraiment ça comme une opportunité d'être un marketeur un peu différent, proche du terrain. On reproche beaucoup aux marketeurs de ne pas comprendre de quoi ils parlent. Et bien voilà, j'essaie de faire les choses un petit peu différemment. Alors quand Stéphane m'a proposé de parler ici, j'ai eu les news un petit peu de mon côté parce qu'il y a eu tout un tas de coupures dans la presse sur le sujet de l'attractivité des marques et de leur efficacité. Il y a eu cette étude d'Avas Group en fait, qui explique que 77% des marques pourraient disparaître dans l'anonymat le plus total. Les bons élèves sont Michelin, devant Decathlon et Google. Ce qui est intéressant, c'est que sur les 3 dernières années, sur ce même classement, les GAFA ont été à chaque fois dans le top 3. Donc je vous laisse imaginer, je ne sais pas ce que ça représente pour vous, moi ça représente pas mal. Si vous voulez commenter sur les réseaux sociaux et lancer le débat, ça peut être assez sympathique. Une semaine après, il y avait les Échos Business qui sortaient cet article de George Lewis sur pareil, les marques en fait concrètement qui avaient peur de mourir. Alors c'est des mots très forts, mais concrètement l'article était assez intéressant. Et puis surtout en fait, nous les marques en B2B et industrielles, on peut surtout pas se soustraire à cette tendance-là. En fait, je pense même qu'on est les premiers concernés très clairement. Alors vous constaterez que j'ai eu vraiment le timing de mon côté quand j'ai commencé ma carrière de marketeur dans le B2B, parce que j'ai commencé en 2008 en pleine crise. Et ce qui s'est passé, c'est que ma patronne de l'époque et mon mentor, très clairement, m'a expliqué, voilà, écoute, je peux pas trop détailler les choses, mais c'est compliqué niveau budget en ce moment. La com, c'est un peu ce qui saute en premier quand il y a des problèmes de rentabilité. Donc il va falloir qu'on montre un peu à tout le monde qu'on n'est plus un marketing qui fait des kakémonos et des événements. Il va falloir qu'on montre à notre CFO qu'on rapporte des opportunités. Alors, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas trop, c'était la grande vague d'installation de CRM en mode cloud en France en particulier, puis l'arrivée du digital. Donc on commençait à pouvoir un petit peu traquer ce qu'on faisait avec la contribution aux opportunités. Donc c'était un peu le nerf de la guerre à l'époque. Alors, par contre, je pense que ça a entraîné un phénomène de priorisation vers un marketing parce qu'il y a plusieurs marketing, vers le marketing de l'offre. Je pense que c'est au détriment de 2 autres types de marketing très importants, je crois, dans nos secteurs, le marketing produit et le marketing de l'innovation. En fait, on s'est concentré de manière assez agressive sur le marketing de l'offre parce que c'est en fait la couche qui est la plus proche de business generation. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que là, à mon avis, c'est une théorie, bien entendu, c'est discutable, le marketing produit a été un peu malgré nous capturé par la R&D, qui est un peu le paradis de la fonctionnalité et du développement. Et puis, le marketing de l'innovation, quant à lui, il a été un peu géré de manière pas très processée, notamment dans les grands groupes. Ça a été parfois recueilli par les affaires publiques. Enfin voilà, c'est pas quelque chose il n'y avait pas forcément d'équipe dédiée au marketing de l'innovation. Et ce que je pense, c'est qu'on l'a un petit peu, on est en train de subir actuellement les effets de ce choix qu'on a fait drastique de contribuer au business, qui est très positif dans le fond, mais qui nous a un petit peu éloigné de la notion de awareness. Clairement, je crois qu'on a abîmer la fonction du marketeur B2B en lui demandant de se focaliser uniquement sur la notion de lead génération. Alors déjà que dans l'industrie, on a des gros problèmes d'attractivité. On est peut-être devenu des machines à lead, mais je pense qu'on est un petit peu devenu des machines à certains égards un peu tout court. Et je crois qu'aujourd'hui,
Les stats qu'on a vus avant sur l'identité de marque, c'est simplement parce qu'on est en train de payer les frais de 10 ans de lead gen intensive. Voilà. Ça reste une théorie, mais je trouvais ça intéressant. Alors, ma vision du marketeur du futur dans ce secteur du B2B, c'est que c'est un chercheur, un connecteur, c'est quelqu'un qui est très présent dans les écosystèmes et surtout, c'est un ambassadeur. Et je crois qu'en l'enfermant dans des problématiques de lead génération de manière trop importante, je pense qu'il perd de sa valeur intellectuelle. Alors, désolé, les mots sont un peu forts, mais c'est accessoirement ce que je pense. Et aussi que son impact business à plus long terme est diminué. Il y a un terme que je vais reprendre de Harvard Business Review qu'ils ont utilisé dans un article restant qui s'appelle le cultural broker, qui pour moi est une des clés du marketing B2B moderne. En fait, le cultural broker, j'ai publié un article là-dessus, je le publierai sur LinkedIn dans la foulée pour que vous puissiez en savoir un petit peu plus. C'est vraiment cette idée que le marketeur du B2B du futur casse les lignes, casse les codes. C'est à la fois un pont et un pansement dans les entreprises entre nos différents services qui travaillent encore beaucoup trop en silo. Je pense que vous êtes bien placés pour le savoir. En fait, je pense que vous serez d'accord avec ça. Dans les grands fondamentaux de la communication et du marketing B2B, tout ça, c'est un exercice de volume versus qualité. En ce moment, on est tous en plein dans les plans 2020, et j'imagine que, pour faire une analogie, entre faire plein d'événements, parce qu'il ne faut pas rater certains où les concurrents sont, ou alors en faire un petit peu moins, mais augmenter l'investissement dans le stand, dans la communication, je pense que, aussi novatrice que puisse être votre entreprise, je suis quasiment sûr et certain que vous avez ces discussions également. Donc, comment est-ce qu'on réussit à équilibrer cette qualité versus ce volume? C'est un sujet qui reste d'actualité. Alors, la notion de minimalisme, elle est pas mal parodiée en fait dans le design et puis d'ailleurs aussi dans le marketing. Vous avez peut-être déjà lu des articles à ce sujet-là ou vu des vidéos. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je pense que c'est une tendance à laquelle on doit s'attacher ou sur laquelle au moins on doit se renseigner un petit peu. Pourquoi ? Déjà parce qu'il y a une problématique d'augmentation trop forte des volumes. Aujourd'hui, on voit que le contenu publié en B2B, il a augmenté à peu près de 800% en 6 ans. Donc clairement, vous ne pouvez pas suivre le rythme, personne ne le peut, à moins que vous ayez des investissements très très forts, et y compris aussi dans les médias. En fait, plus vous créez de vidéos, plus vous êtes invisible, mais c'est même pas votre faute en fait, c'est simplement parce que les volumes sont tels que ça devient un petit peu compliqué. D'ailleurs, c'était un petit peu un des objectifs des GAFAM, c'est qu'aujourd'hui, on vous demande la solution d'être très visible en matière de vidéos, de livres blancs ou de contenu écrit, c'est de faire de l'investissement média. C'était clairement dans leur objectif, donc merci pour eux. Ensuite, alors je prends un exemple isolé. Vous connaissez peut-être Fred Cavazza, qui est clairement, c'est un des premiers qui m'a influencé, qui m'a donné envie de faire du marketing digital. Où je veux en venir ? Je pense que nos directions marketing et commerciales se sont épuisées dans la création de templates super attractifs, super beaux, avec des interfaces de dingue. Je ne parle même pas en termes d'utilisation simple, je vous parle d'interface visuelle. Je pense qu'on s'est un petit peu ruiné en temps homme et en budget dans la création d'univers qui se ringardisent, peut-être pas, mais qui vieillissent très mal. Et je ne parle même pas des espèces d'usines à gaz qu'on a créées sur le web avec des sites internet de plusieurs milliers de pages, parfois en multilingue, qu'on est, soyons très clairs, incapable de tenir à jour et de manager dans le temps. Donc forcément, on va en revenir, je crois, à des interfaces marketing qui sont très proches de ce que faisaient les premiers blogueurs dans la Silicon Valley il y a très longtemps. C'est un titre, du texte, une interface blanche et un visuel, histoire que quand on le poste sur les réseaux sociaux, ça soit à peu près beau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a complètement essoré. Je ne sais pas si... D'ailleurs, ne le faites pas. Mais n'essayez pas d'estimer le temps que vos équipes marketing ont passé à itérer sur des formats comme ça, parce qu'il fallait que ça soit beau. Je pense que ça va être plus effrayant qu'autre chose. Aussi, je crois que la qualité n'est pas très compatible avec la notion... Enfin, l'excellence n'est pas très compatible avec la notion de volume. Et il y a quelque chose qu'on ignore souvent, enfin on a tendance tous à l'oublier, c'est la majorité silencieuse. Le monde du B2C, typiquement, il est très très dur sur les réseaux sociaux. Quand une marque fait un truc qui n'est pas top, c'est parfois très violent sur Twitter, vous avez pu le constater parfois par vous-même. C'est très négatif, mais d'un côté, les marques ont la capacité à s'ajuster très vite, parce que quand il y a des retours trop négatifs, aussi violents qu'ils soient, ils peuvent faire ça. Nous, dans le B2B, on va être très franc, vous n'allez pas avoir des commentaires comme ça, très négatifs sur ça attire pas, on va dire les foules ne sont pas forcément haranguées par ce qu'on fait en B2B, et pour le coup les remontées comme ça un petit peu brutes pour point, vous en aurez peu, ce qui n'est pas forcément quelque chose de positif.
Enfin, le point peut-être le plus important, il y a un bouquin de Robert Lengreen qui s'appelle « You are what you speak ». Je pense que si vous faites que du contenu qui parle de vous, vous pouvez, à juste titre, nous pouvons être considérés comme des marques égocentrées. Je vous parlais tout à l'heure de peut-être baisser le volume de vidéos. Si vous ne voulez pas baisser le volume de vidéos ou de contenu que vous créez, alors attribuez-en au moins 40% à parler des autres. Alors ça peut paraître très grande phrase, presque politicienne, mais je suis très sincère. Aujourd'hui, on parle trop de nous et c'est vraiment quelque chose d'assez négatif. Alors je vais m'arrêter là-dessus parce qu'on tombe dans un secteur qui est le marketing émotionnel. On a un expert avec nous aujourd'hui. C'est un peu lui le boss sur ces sujets-là. Patrice Lobignat, allez le voir à la fin de la présentation, mais il en parle très bien. Et puis je vais prendre un exemple plus provoquant qui a été cité par Gary Vee récemment. Il y a des boîtes qui ont vu que 75% de leurs signataires aimaient le golf. Ils ont développé des contenus sur le golf. Alors ça paraît un petit peu extrême comme exemple, mais dans la tendance et dans la mouvance de développer des contenus qui soient un peu moins, je vais le dire, un peu moins chiants, et ben je pense qu'il faut qu'on se pose cette question-là, et en particulier dans le B2B. Je vais prendre l'exemple du podcast. Combien de marques sont en train de créer des podcasts sur eux-mêmes ? Est-ce que c'est pas juste le tirage de balles dans le pied typique de vouloir faire un autre format qui est un peu différent, qui est soi-disant à la mode, mais pour encore parler de nous. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on s'interroge là-dessus parce que je crois que c'est une grosse erreur. Alors après, je serais peut-être un petit peu naïf dans l'absolu. Je crois qu'on doit faire un marketing qui est un petit peu plus altruiste et un peu moins pensé à comment ça peut être bon pour notre entreprise et pas seulement pour les finances de notre entreprise. Alors j'ai fait une espèce de petit... J'étais me balader un petit peu sur YouTube, comme si j'y passais pas déjà assez de temps. Je vais prendre l'exemple de la vidéo. En 2020, on sait que la vidéo, ça représentera à peu près 80% des contenus qui seront produits dans le B2B. Ce qui est énorme, hein, bien entendu. Je suis allé voir une trentaine de chaînes et j'en ai ressorti une espèce de théorie, ce que je pourrais appeler le paradoxe du glamour. En fait, c'est les chaînes qui ont les marques qui ont le moins de problèmes, quelque part, pour être sexy, c'est-à-dire que leur produit, naturellement, peut... attirer un petit peu le regard, c'est des marques qui sont attractives, etc. C'est ces marques-là qui ont déjà des prédispositions, qui ont le plus investi en vidéo et le mieux investi en vidéo. Comme si nous, les professionnels du B2B, on s'était dit, bon, ça a l'air d'être un peu le média du siècle, on va pas trop investir dedans parce que ça serait du coup, est-ce que ça fonctionne ? Donc, c'est complètement paradoxal et c'est même un peu plus grave. En faisant cette balade-là, j'ai vu qu'il y avait aussi une compensation par le volume. Donc on se dit, bon, on ne veut pas trop investir dans la vidéo parce qu'on ne sait pas trop quelle direction prendre, par contre, on va faire plein de vidéos. Pour vous donner des chiffres, dans tous ces comptes que je suis allé voir, les tangentes extrêmes, c'est que j'ai trouvé une chaîne qui avait 3000 vidéos en ligne pour 900 abonnés sur YouTube, et une autre qui avait 57 vidéos pour 870 000 abonnés. Donc bien entendu, je prends des extrêmes, hein, c'est un peu pour vous solliciter votre intérêt, mais globalement, c'est quand même une réalité. Je pense aussi qu'on a trop accepté, nous avons trop accepté que dans le B2B, c'est normal qu'une vidéo soit vue 300 fois. Et je crois que c'est une énorme erreur en fait. Il n'y a pas d'excuse B2B ou pas B2B pour qu'une vidéo soit aussi peu vue, surtout quand on sait les investissements en temps, en itération. Je parle même pas du budget. Admettons, vous faites ça avec votre petit iPhone et une petite caméra, c'est même pas ça, mais le temps est faramineux. Les temps d'extract. Bref, je m'arrête ici, vous avez compris là où je voulais en venir. Alors, ce que je vous propose, parce que c'est bien beau de critiquer, mais je vais essayer de vous proposer un petit peu de solution. C'est quelque chose qu'on pourrait qualifier de l'approche un peu duo en contenu. Imaginez que vous produisez votre stratégie contenu avec 25% de vidéos qui parlent des décideurs que vous ciblez, 25% qui ciblent les utilisateurs. On est aussi dans un monde de solutions, donc il faut aussi parler aux utilisateurs finaux, c'est très important. Et que vous preniez 50% pour parler d'autre chose complètement, et surtout pas de vous. Allez, vous avez le droit à la fin ou dans la description de mettre une petite URL, un truc quand même pour rediriger un peu pour votre site, il ne faut pas abuser. Mais concrètement, voilà, c'est quelque chose qui est important, je crois. C'est quelque chose qui est réplicable pour tout type de contenu. Et en fait, vous avez juste, même si vous voulez baisser vos volumes de vidéos, à budget égal, vous pouvez faire vraiment des grandes choses. Je vais prendre un exemple après pour vous dire combien ça a coûté. Vous allez voir que ce n'est pas si faramineux dans l'absolu. Si on fait un jeu, je vais vous donner quelques exemples ou situations, des choses qu'on a probablement déjà tous ressenties. Vous imaginez une captation d'une super conférence que vous avez faite qui termine dans les fins fonds, dans les catacombes de YouTube vues par 70 personnes. Vous imaginez cette vidéo carte de vœux qui a bousillé le mois de décembre de 3 ou 4 personnes à plein temps entre itération, le management qui veut oser mais qui veut pas. On termine par un truc que personne n'utilise et qui est un peu pourri. Ça vous parlera, j'imagine. Et aussi, alors un peu plus sérieusement, cette fameuse vidéo corp qu'on a voulu faire,
mais que les gens du terrain ne partagent pas parce qu'ils n'en sont pas fiers et parce que en fait, c'est beaucoup trop stratosphérique en termes de messages et qu'eux, ils vont vendre des solutions à des PME qui n'ont pas le temps pour ces trucs-là. Et voilà, je pense que... Voilà. Levez la main ceux qui n'ont jamais ressenti ça. Ok, menteur, mais ok. Je prends des exemples, naturellement. Alors, c'est un exemple isolé. Je pense que vous aurez compris, je refuse l'austérité qu'on a acceptée dans le monde du B2B. Je pense que les gens en ont marre de s'emmerder. Les gens ont envie d'avoir des histoires, des vraies histoires, qu'on leur raconte des choses sur des destins. Je prends l'exemple, alors je le prends parce que bon, il est assez B2C, mais ça reste une vidéo qui est très récente, qui a 2 jours. C'est une vidéo qui a été postée par un youtubeur français, c'est Bouygues Télécom qui a fait ça. En fait, c'était une manière très imagée, très poétique, où ils incarnent l'ADSL à travers un jeune homme qui justement est mis en compétition par la fibre, etc. C'est très rigolo, vous avez regardé, la chaîne YouTube, c'est Le Pérave. Cette vidéo, elle a coûté entre, en gros, 12 000 et 15 000 euros de prod, ce qui paraît pas non plus dingue. La première journée, ils ont eu 275 000 vues. Alors vous pourrez me dire, oui, mais c'est dur à traquer, etc. Peut-être, mais en fait, les résultats sont là. Et ça, c'est accessible pour chacun d'entre vous. Donc, c'est un exemple que je voulais vous partager. En fait, toutes les marques B2B qui ont fait le choix simplement d'investir dans des agences et de créer des vidéos, elles ont toutes cartonné, quasiment sans exception. Je vais prendre... Bon, il y a ABB que vous connaissez, les outils de robotisation, solutions industrielles, avec cet orchestre symphonique et Andrea Bocelli qui a été dirigé par le robot, donc c'était assez top, on en parle encore aujourd'hui. Une de mes préférées aussi de Adobe Cloud, qui avait fait en fait une simulation où le mec venait dealer, il venait parler à son dealer parce qu'il avait besoin de clics à la fin du mois, enfin voilà, vous allez voir, c'est très rigolo. Là, une série de 6 documentaires par General Electric, avec 6 grands réalisateurs qui ont publié 6 épisodes, dont Ron Howard, enfin un truc super ambitieux, mais qui a été absolument une tuerie. Et ma petite préférée, qui a 13 ans cette année, c'est une marque australienne qui fait des solutions dans l'énergie. Cette vidéo, elle est absolument incroyable si vous ne la connaissez pas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette vidéo, elle a 13 ans, mais que ça reste ma référence dans toutes les conférences que je peux donner, et même sur Twitter, partout, je le partage tout le temps parce que je la trouve exceptionnelle. Donc c'est une vidéo, en résumé, qui ne vieillit pas, et qui attire finalement la sympathie pendant des années et des années. Pour moi, vos contenus, alors c'est bon, je vais les illustrer de la manière la plus criante possible. Pour moi, votre contenu, il doit être soit absolument excellent, c'est-à-dire au-dessus du niveau ambiant en termes de valeur, soit il doit être divertissant, soit il doit être original, soit il doit être incarné. Alors bien entendu, l'idée c'est qu'ils soient les 4 en même temps. Sauf que, bon, on va aller tranquillement vers les choses, on ne peut pas tout faire du premier coup, mais concrètement c'est l'idée globale. Et en fait, la partie, vous connaissez 3 de ces personnes probablement, ceux du bas vous ne les connaissez pas, et pourtant c'est cette image-là qui incarne le plus la notion de volume. Je vous parlais de baisser vos volumes de vidéos et d'augmenter la qualité. Comment on compense au niveau volume? Je vais vous en parler un peu, un indice, ça se passe bien à ce niveau-là. Vous savez qu'aujourd'hui, je suis à peu près, non, c'est pas à peu près d'ailleurs, c'est les chiffres, je suis à 3 contacts d'être en connexion directe avec Barack Obama, Michael Jordan, qui vous voulez. En fait, il y a 3 contacts qui nous séparent de n'importe qui dans le monde. Donc, j'ai fait des petits calculs pour apporter ça à la société Dassault Systèmes. J'ai imaginé que chacun des 17 000 employés de Dassault Systèmes avait dans son réseau LinkedIn, Twitter et autres 300 contacts sympathisants. C'est pas beaucoup 300 contacts. Sympathisants, j'entends sympathisants pour la personne et puis aussi qui connaissent un petit peu l'industrie, quoi. Pas qui sont complètement dans des secteurs déconnés. Ça nous donne en gros 5 millions de contacts sympathisants qu'on peut absolument toucher n'importe quand sur les réseaux sociaux. Je vous laisse imaginer si toutes ces personnes-là, enfin tout ce potentiel d'employés, est capable de créer lui-même des petites vidéos d'une qualité suffisante et de les publier en tant qu'ambassadeur. Je vous passe les détails sur le côté exponentiel de quelqu'un qui like, qui ensuite ça va. Le potentiel est absolument hors norme. Et finalement, en termes d'investissement, ça peut rester relativement réduit. Je prends un exemple d'une vidéo, alors désolé, hein, je vous dis de pas être égocentré, je vous parle de moi, mais c'est un petit vlog que j'ai fait pendant BPI France InnoGénération, où je raconte un peu ma journée. C'est très simple, je l'ai fait avec mon smartphone. Je ne vais pas vous dire combien de fois ça a été vu, parce que l'idée, c'est pas de fanfaronner, mais concrètement, ça a été beaucoup vu, et ça m'a pris 2 heures de montage le lendemain matin sur mon smartphone. C'est extrêmement rapide. En termes de ROI, je pense qu'on sera tous d'accord que ça peut être quelque chose, en tout cas, à explorer. Le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on a tout foutu en l'air encore avec cette histoire de social selling. C'est-à-dire que plutôt que d'utiliser les réseaux sociaux de manière, on va dire, un petit peu sympa, altruiste, pour incarner la marque, on s'est dit, attendez, il y a un truc à faire, on va faire de l'argent avec ça.
Le problème, c'est qu'on a fait fuir en fait les gens qui sont le plus capables de produire du contenu à valeur ajoutée, c'est-à-dire les ingénieurs commerciaux, les commerciaux, qui n'ont pas nécessairement envie de se prêter à cette espèce de jeu de communication un peu égocentré sur les réseaux sociaux. Donc, en plus, on sait que 60% des gens qui vont signer vos gros contrats, c'est des gens qui vont sur, ou même plus que ça, je dis 60%, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est la vaste majorité, vont sur LinkedIn potentiellement moins d'une fois par mois, voire pas du tout. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas miser une stratégie sur le social selling dans le B2B. C'est complètement ahurissant de penser ça comme ça. On va essayer 2 secondes de se dégager du concept de ROI, donc par rapport aux réseaux sociaux. On imagine que le social selling, vous l'implémentez en parallèle avec vos équipes commerciales, Sales Navigator, tout ça, vous connaissez, mais comme un projet à part entière que vous gérez dans les filiales. Vous pourriez imaginer, vous savez, Google a donné une demi-journée à ses employés pour bosser sur des projets annexes, et vous faites la même chose, mais vous demandez à vos employés de bosser pendant une demi-journée sur un contenu business de leur choix. Et je dis bien de leur choix. Alors naturellement, il ne faut pas qu'ils parlent de leurs vacances, il faut bien que ça soit connecté à votre business, soit du contenu textuel, soit du contenu vidéo. Tout ce que vous leur demandez, c'est qu'à la fin, ils utilisent un hashtag. Nous, chez Dassault Systèmes, c'est WeAre3DS. Et qu'ils utilisent une petite URL que vous allez pouvoir traquer, va pouvoir vous permettre d'estimer les volumes. Ensuite, vous allez faire des vraies formations. J'insiste sur vraies formations en storytelling pour tous vos employés, 2 fois par an. Peut-être une qui sera moins physique, que vous pouvez créer en ligne, c'est pas très compliqué. Mais vous allez vraiment les charger en compétence sur la partie storytelling. Et enfin, vous allez simplement bosser avec une boîte de prod qui va former les gens à faire une vidéo, je vais dire bonne, donc simplement bonne, suffisamment bonne, sans montage, juste couper le début à la fin, des choses très simples. Si vous faites ça, je vous laisse vraiment imaginer ce que ça peut impacter en termes d'image et de sympathique de la société, de votre marque, tout simplement. Et en plus, en termes de recrutement, on sait qu'on investit beaucoup d'argent dans les recrutements, c'est compliqué d'aller toucher les jeunes générations. Je vous laisse imaginer le potentiel. Je prends un exemple d'un film que j'ai vu récemment qui m'a beaucoup plu, Hors Norme. En fait, à un moment donné, quand ils font la promo, Vincent Cassel et Reda Kateb, vous connaissez, ils ont un capital sympathie, ils sont extrêmement connus en France. Le journaliste leur demande mais est-ce que c'est un pamphlet contre le gouvernement et contre un système trop compliqué ? Alors, naturellement, à ce moment-là, le réalisateur se dit « Oh la vache, s'ils y vont et qu'ils partent dans un argumentaire houleux, le bad buzz est assuré. » C'est ce qui fait peur à beaucoup de dirigeants, je crois, aujourd'hui. C'est est-ce que j'ai envie que Nicolas Delaconta, il ait la capacité à aller raconter un peu comment il voit le business, etc. Est-ce qu'on ne va pas biaiser les messages, etc. Je vous rassure, Nicolas Delaconta, il ne va rien biaiser du tout, parce que si le Comex fait bien son boulot, qu'ils ont une stratégie claire et qu'on fait ces super vidéos dont on a parlé avant, un peu plus chiadées, ça fera juste qu'apporter du positif. Donc la question, c'est est-ce que vos Reda Kateb et vos Vincent Cassel, chez vous, vous les laissez au placard au cas où ils diraient des conneries, ou est-ce que vous voulez les laisser faire leur taf d'ambassadeur ? Et je crois que c'est une question qu'on doit se poser. Je vais continuer avec du contenu complémentaire, parce qu'en fait, je ne peux pas parler de tout. J'ai une fâcheuse tendance à la digression, donc comme il y a eu de très bon contenu publié sur ces sujets-là, je vais plutôt vous rediriger vers eux. Le sujet de l'influence B2B aussi. C'est souvent quelque chose qui est assez raillé, parce qu'on se dit, ouais, on parle encore d'homme sandwich, comme sur Instagram. Pas du tout, en fait. On est sur quelque chose qui est un peu plus complexe que ça, un peu plus profond, que vous devez à minima investiguer. Il y a un très bon livre blanc qui est sorti avec plus d'une vingtaine d'experts du B2B qui en parlent, donc je vous conseille vraiment d'aller bouquiner ça. Autre sujet, ça a été abordé ce matin, c'est la notion d'IA. On parlait de chatbot avant. C'est intéressant de s'y pencher parce que la place dans notre marketing stratégique, elle est très forte. De ces nouvelles technologies. Après, faites attention à ne pas aller à tout prix là-dedans. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'excellence. Et vu que l'IA doit être au service de l'opérationnel, l'idée, c'est plutôt d'avoir des périmètres et des études de cas au service des métiers qui soient plus restreints, mais qui soient absolument parfaits en termes d'expérience. Un dernier sujet, l'alignement des forces. C'est lié, hein, tout ce que j'ai pu évoquer sur le contenu, ça part de là, l'alignement. C'est-à-dire que comment vos dirigeants vont réussir à faire que tous les employés ont envie d'aller dans une même direction. Le plan que je vous ai présenté avant, peut-être un petit peu ambitieux comme ça de prime abord, mais finalement pas tant que ça. Et il y a un très bon bouquin qui vient de sortir, auquel j'ai eu en plus le plaisir de contribuer, de Jeff Davis. Alors c'est un bouquin en anglais, mais qui est vraiment top et qui dit tout sur le sujet. Je vais terminer en 3 tweets, parce que du coup, je fais beaucoup sur Twitter. Et si vous y êtes aussi, rentrons en contact, parce que c'est une bonne manière d'échanger des contenus.
En termes de minimalisme marketing, il y a quelqu'un qu'il faut aller suivre qui s'appelle Benoît Raphaël, que je connais assez peu en fait pour être honnête, mais qui a justement cette vision de refaire un marketing simple avec peut-être des newsletters. Aujourd'hui, les gens reçoivent trop de choses et contrairement à ce qu'on peut imaginer, la newsletter ne se ringardise pas, elle va revenir au goût du jour parce que les gens ils n'ont plus le temps de lire 50 de vos mails sur les trucs parce que vous avez fait un livre blanc, un événement, ils en ont marre quoi, clairement. Moi j'en ai marre, tout le monde en a marre. Donc il faut arriver un peu à concaténer ce contenu et je pense que la newsletter en fait partie. Autre point sur les vidéos, vous savez les grandes vidéos super sympas, stratégiques dont je vous ai parlé. Il y a 60% des Français, c'est une étude qui est sortie il y a 2 ou 3 semaines, qui sont contre l'utilisation par les marques de grands sujets de société. On pense à cette vidéo de Google qui expliquait comment ils ont un rôle dans la vie des gens, dans les catastrophes naturelles, etc. Sujet très houleux, attention, vous n'êtes pas des justiciers non plus, hein, on vend des solutions. Je pense qu'il faut aussi faire attention à nos choix de sujets, parce que quand on pense à inspirationnel, attention à ne pas s'embarquer dans quelque chose qui est un petit peu trop cavalier sur le contenu. Donc allez lire cette étude, elle est passionnante. Enfin, c'est sur les formats et puis sur la notion du X. Il y a énormément de choses à aller puiser du côté du B2C. Donc là, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est comment en fait HBO utilise la notion de podcast. C'est extrêmement intelligent. Alors je ne dis pas que vous pourrez répliquer ça demain, mais il faut qu'on rentre dans cette époque où la limite entre B2B et B2C elle est en train de s'affiner très vite. Mais il ne va pas falloir trop traîner parce qu'eux, ils avancent à toute vitesse et il est encore temps pour nous de rattraper le rythme. Et puis enfin, je vais quand même vous parler de ma société. Dassault Systèmes, c'est une société qui est leader mondial du jumeau numérique. On est 17 000 dans le monde. Je vais essayer de vous donner des exemples, ça sera probablement plus marquant que vous refaire tout l'historique. Sont testés, pensés, modélisés, fabriqués digitalement, on pourrait dire ça comme ça, recyclés, maintenus, 2/3 des semi-conducteurs dans le monde, donc accessoirement vos téléphones et bien d'autres choses. 90% des véhicules roulants sont créés grâce à nos solutions. 50% de l'innovation dans tout ce qui est les devices médicaux, dans l'innovation autour de la santé, sont gérés via nos solutions également. Et puis d'autres petits exemples un peu rigolos, la Sagrada Familia, la Fondation Vuitton et la première protéine 3D a été créée via nos solutions. C'en est tout pour moi. J'ai presque respecté le timing, Stéphane. Je vous remercie.